On va faire un petit bilan de cette saison, du coup. On y va, tu es prêt? Allez, vas-y. Gros débat, petit bilan. D'accord. Messieurs, question vraiment directe. Est-ce que la saison de l'OM est réussie? Bah oui. Non, c'est la réponse de l'entraîneur. Ouais, mais attention, parce que finalement, ça se joue à quoi? C'est ça la question. Ça se joue que c'est deuxième. Voilà. Mais c'est tout. Si, pour que la saison soit réussie. à une seconde près, la saison elle était réussie ou pas? On va pas parler de On s'en fout de ça. Pour une fois que la réussite est de notre côté. On va parler d'entreprise. Dans une entreprise, ça réussit, on a réussi lorsqu'on est arrivé aux objectifs. Ouais. Et là, l'Olympique de Marseille est arrivé aux objectifs. On sait que c'est un club, si chaque année il pouvait se qualifier pour la Champions League, c'est un club qui n'aurait aucun problème. Ouais. Donc, quelque part, l'objectif avant tout était la Champions League. Ils se sont qualifiés. S'ils avaient pu avoir la finale de la Coupe Conférence, ben, tant mieux. Ou une finale de Coupe, tant de mieux. France. Ouais. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas très grave si on a la Champions League. Donc, pour moi, c'est réussi. C'est réussi. Mais à une seconde près, est-ce qu'on fait fait la même analyse? Non, mais c'est intéressant, je trouve. En fait, c'est vachement intéressant parce que tu te dis, c'est fou. Même pour Sampaoli, on va parler de Sampaoli après, mais c'est terrible de se dire qu'à une seconde près, peut-être que tu fais pas du tout le même bilan, le même. On joue pas une saison sur un match. Ben là, quasiment, non? Et en plus, on n'était même pas maître de notre destin, quoi. Tu vois le truc? Ils n'auraient pas. Éventuellement pas réussi leur saison parce qu'ils auraient comment dire, Lens n'aurait pas égalisé contre Monaco. Non, et pour d'autres matchs peut-être dans la saison où ils n'auraient pas performé autant que celui-ci, je veux dire, ou parce qu'ils n'auraient pas mis 5 buts à Strasbourg. Non, pour moi, de toute façon, il faut pas non plus se trastorner le cerveau. Voilà, Marseille est arrivé second et il faut applaudir parce que souvent, c'est pas le cas quand c'est différent. Donc voilà, il faut applaudir et respecter le travail qui a été fait surtout. Jean-Charles, réussi ou pas? Moi, je dis oui. C'est ça qui est passionnant. C'est la passion. Là, tu te dis, ça, c'est passionnant. Tu vois un match de football comme ça, tu t'attends à des émotions aussi fortes dans une rencontre, dans une dernière journée. Même si l'OM a été pendant 19 rencontres second au championnat, enfin 18 rencontres, la 19e, tu passes 3e, tu te dis il faut de la passion, il faut de l'envie, il faut des rebondissements. Et c'est ce qui s'est passé. Et je dis oui, que c'est une belle saison, parce que Franck a raison, tu confirmes une place en Ligue des Champions directe. Ce qu'on veut, c'est la continuité de la Ligue des Champions chaque année. Pourquoi? Parce que financièrement, le club devient beaucoup plus costaud, ce qui te permet de pouvoir recruter des joueurs que tu ne pourrais peut-être pas recruter, ne serait-ce que si tu avais terminé 3e, parce qu'il fallait faire les tours préliminaires. Et surtout, les joueurs contactés, que le club Longoria va contacter, seront plus, je dirais, plus sereins de venir à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a une autre image qui reflète de l'OM. Donc pour moi, oui, je dirais que c'est mérité et je suis très heureux de cette qualification. Ok. C'est pas que je veux parler que du négatif. Non, mais tu peux. On peut essayer de te répondre. Non, mais moi, je suis évidemment. Mais cette dernière minute que tu veux revenir. Non, moi, ce qui est terrible, c'est que la dernière seconde, je l'ai vécu dans l'ascenseur du Vélodrome. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. Tu veux qu'on lui raconte le match? Tu veux qu'on te raconte ce qui s'est passé des tribunes? Parce que je descendais pour faire les interviews, tu vois. Et j'entends un bruit bizarre quand même. Ça commence à... Qu'est-ce qui se passe? On est là avec, avec mon pote Nassim et je lui dis mais Lens a dû égaliser, c'est pas possible. Et il regarde sur le téléphone, mais dans l'ascenseur, enfin, on capte pas quoi. Essaye de rafraîchir le score et tout, ça plante le score. Et dès que la porte s'ouvre, il y a tout le monde qui gueulait de partout. Non mais c'est vrai que c'était une minute fatale quoi. Mais voilà. Fatale pour surtout pour Monaco. Nous on était toutes bénéfiques. Mais effectivement, dans une saison, il y a eu aussi des choses un petit peu moins sympas. La Coupe d'Europe. Mais tu oublies tout. En UEFA. Mais tu arrives à... Beaucoup de défaites à domicile aussi. Ça, c'est le petit point noir, ça, par contre. Voilà. Mais bon, l'objectif, il est réussi. On essaiera de... Mais c'est bien parce que ça donne... Ça donne mieux l'année prochaine. Voilà. Mais ça donne une marge... Aussi, pour un entraîneur, ça donne une marge de progression. Les pourquoi et comment.
À domicile, tu n'arrives pas à t'imposer. De toute façon, ce bilan-là... Les entraîneurs travaillent sur ça. En interne, j'imagine qu'on ne s'arrête pas uniquement à l'analyse. On est arrivé second, c'est réussi. Parce sur le moment, oui. Tu es obligé de sur le moment, oui. Tout le monde fait la fête, mais après, tu es obligé de regarder ce qui n'a pas fonctionné, comment corriger et comment s'améliorer. Extérieur, oui. Vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des gens qui suivent l'Olympique de Marseille. Voilà, la Champions League, l'année prochaine, il y aura la Champions League à l'Olympique de Marseille et au Vélodrome. Donc ça, c'est un constat, c'est un objectif réussi. Après, j'imagine que le club... L'ensemble du club, des gens qui décident, du board jusqu'aux entraîneurs, ils ne nous ont pas attendus. Les bilans, on les fait toutes les semaines, tous les mois, je veux dire, et voilà, on essaie d'avancer et d'avoir surtout un peu d'avance pour pouvoir s'améliorer chaque année. Exactement. Et puis les entraîneurs, sur le point négatif de la saison, ils en parlent déjà en cours de saison, les joueurs qui suivent les défaites ou les mauvaises rencontres, mais c'est des points qui travaillent après, en interne, avec le staff. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Pour que la saison à venir, ça se passe beaucoup mieux, que tu n'aies pas cette faiblesse au Vélodrome, ou sur certains points défensifs, ou offensifs, ou peu importe, à travailler, mais de quelle manière la mettre en place et comment la faire progresser. La première des choses, c'est le mouvement des joueurs, ce qu'on appelle le mercato. C'est ça. On travaille là-dessus bien 6 mois avant. Pourquoi? Parce qu'on va améliorer des points et on pense que ça va améliorer l'équipe, déjà. Alors, on va parler de Sampaoli. Sampaoli, comment est-ce qu'on peut juger son bilan, du coup? Parce que moi, qui fais des interviews de supporters, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, aussi ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, etc. Il y a une semaine, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y avait 80% des gens qui voulaient plus de Sampaoli. C'est Marseille. Non, mais c'est pas Marseille. C'est pas Marseille, c'est le foot. C'est le foot, tu as raison. Et là, juste après la victoire, donc je demandais aux gens, alors Sampaoli, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il prolonge, il ne faut plus qu'il s'en aille. Mais il n'y a jamais eu de débat Sampaoli. Ah bon? Il n'y a jamais eu de débat Sampaoli? Ah non, il faut le garder. Comment tu juges, toi, finalement, moi, je ne vais pas juger. Non, je ne vais pas te demander s'il faut le virer ou pas. Mais, lui aussi, on lui a demandé des objectifs. Oui. D'accord. Je ne pense pas qu'on lui ait demandé d'arriver premier. D'accord. Ça, c'est possible. Hein. Tout est possible, puisque c'est possible. C'est possible. C'est arrivé déjà. Lille l'année dernière l'a fait. Et Monaco et Montpellier il y a quelques années. Donc c'est possible, mais bon, c'est peu probable. Donc on lui a demandé au moins de se qualifier pour la Champions League. Il s'est qualifié pour la Champions League, il a fait son job. Voilà, on va pas... Je pense pas que si en fait il est capable de donner des finales chaque saison de la même manière, il n'y aura aucun souci pour lui. Oui, de toute façon, là, il faut aller sur la continuité. Si en plus on veut franchir des paliers, ça peut être intéressant de le faire aussi avec lui. Alors attends, comment tu le juges, toi, son bilan de Sampaoli, au final? Ben écoute, moi au final, tu m'as dit le mot, c'est au final, je le juge bon. Mais non, mais il faut dire ce qui est. On lui a donné un objectif d'être second. Oui. C'est vrai, il veut me faire. Mais non, mais c'est dur. Mais moi, je trouve ça. En fait, l'analyse de la saison. En fait, il n'y a pas de débat. Elle peut être. Le débat. Ici, il n'y a plus de débat. Il y a plus de débat. Il y a un débat parce que je te dis, la semaine dernière, je posais la question à 10 personnes. Il y en avait 8 qui répondaient le bilan de Sampaoli, il n'est pas bon. Et là. Il y en a 8 qui... Si tu la poses à 10 personnes, il y en a 8 qui vont te dire le bilan, il est bon. La question, c'est dans le problème, il est dans la question. C'est-à-dire que au lieu de demander seulement le bilan de Sampaoli, si on te dit il n'est pas bon, pourquoi? Nous, on dit pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on lui avait donné un objectif et il est arrivé à son objectif. Donc, on a la réponse. Par contre, la personne qui dit il n'est pas bon, il va falloir qu'il explique pourquoi il n'est pas bon. Et des fois, on peut dire oui, parce que ça ne joue pas assez au football. Je pense que cette équipe joue au football. Oui, même si elle a eu des hauts et des bas, mais elle a cherché à jouer. Elle a cherché quand même à jouer. Elle est arrivée en Champions League par le jeu. Donc, quelque part... Pour moi, je veux dire, sa saison est réussie. Mais, oui, parce que, alors,
Mais après, attends, je sais où tu vas me dire. Il y a plusieurs points. Après, voilà. Des points qu'on te dit dans la femme calme. Il y a le fameux. Oui, la gestion Milik. La gestion des joueurs, ça c'est autre chose parce que en plus c'est interne. Effectivement, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans le vestiaire, donc je rentre pas là-dedans. Mais donc sur le jeu, il y a du bien et du moins bien. Je reviens sur le parcours à domicile qui est pas bon. Et au final, tu as un nombre de points cette saison qui est très faible par rapport. Tu vois, aux équipes qui généralement finissent sur le podium. Alors, je ne vais pas dire que c'est par défaut, mais voilà, Lyon n'est pas là, Monaco a galéré, est revenu en trombe à la fin. Tu sais et le nombre de points, alors, on en revient à la saison de... Lille a été champion parce que... Lille a été champion, basta. Non, mais avec un nombre de points incroyable. Oui, mais je veux dire... Mais toi, ton nombre de points, à l'arrivée, il est faible. Et il y a le parcours en Europa League, où tu sors, la Coupe de France, t'es pas là. C'est pour ça que je te dis. Voilà. C'est pour ça que je te dis la saison. Mais il arrive deuxième. C'est pour ça que je te dis comment l'expliquer. C'est l'objectif principal. Si nous on veut donner des arguments ou des raisons, comment l'expliquer? Tout simplement. Pourquoi on est satisfait? Parce que tu es second. Oui. C'est ce qu'on y avait demandé, de terminer deuxième pour être qualifié en Ligue des Champions. Après, sûrement tu peux ressortir l'élimination demi-finale. Tu peux ressortir des matchs où tu perds au Vélodrome 3-0 contre Lyon. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'OM a su profiter des faiblesses des autres. Il fallait être bon quand les autres perdaient. Il ne fallait pas faire des contre-performances. Ça, on ne le dit pas. Non. Si on avait été... On avait fait des contre-performances quand Lyon avait fait des contre-performances, ou Rennes, ou Monaco, là, je t'aurais dit, c'est autre chose. D'ailleurs, tu n'aurais pas fini second du championnat. Déjà, oui. Mais oui. Sur les donc gros, ça le aussi... bilan n'est pas tip-top, tu vois, sur les... Non, mais tu vois, alors aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, il faut être satisfait de ce qu'il y a. Oui, ben, mais sûrement qu'il y a des points, il y a des retouches à faire. Oui. C'est ce que l'on disait il y a quelques minutes avec Franck. Après, en interne, ils vont travailler tout ça. Ils vont le modifier. Ils vont essayer de comprendre les choses. Il me semble qu'il faut tout prendre en considération. Si on prend l'équipe, premier jour de la saison, c'est une équipe qui est en totale reconstruction. Avec des joueurs qui devaient être titulaires qui n'ont jamais été titulaires d'ailleurs. Exactement. Donc, je veux dire, bon, toute la saison, il a fallu que cette équipe elle prenne forme. Je veux dire, ils ont quand même réussi à avoir des résultats tout en n'ayant pas une équipe, je veux dire, faite depuis un an ou deux. Je veux dire, Lyon, on ne parle que de Lyon, mais Lyon qui avait un effectif qui était beaucoup plus stable depuis la saison passée, on voit où ils sont. Ils aimeraient être à la place de Marseille. Bien sûr. Ils doivent pleurer dessus. Exactement. C'est pour ça que, quelque part, oui, il y a des objectifs. Il y a un objectif très très important, c'est la Champions League. Pourquoi la Champions League? C'est 50 millions d'euros, c'est des retombées énormes, donc qui permettent au club de vivre et une visibilité. Ensuite, il y a d'autres objectifs fun comme la Coupe de France, la Coupe d'Europe, d'accord. Mais bon, si on n'arrive pas à cela, moi je vois la gestion d'un club comme ça. Quelque part, je reste assez pragmatique parce qu'on parle beaucoup de choses. Il y a des années où il n'y avait pas d'argent, il y a des trucs, les gens ils parlaient, bon, très bien. Mais en restant pragmatique, avoir la Champions League chaque année à l'Olympique de Marseille. Et lorsque dans plusieurs années, on aura eu chaque année la Champions League, le club sera solide, aura une manne financière solide et pourra attirer des joueurs, pourra se reconstruire pour redevenir le club que c'était avant. Mais pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On veut mettre la charrue avant les bœufs, il faut gagner ci, il faut gagner là. À l'arrivée, on ne gagne rien du tout parce qu'on ne veut faire que des effets d'annonce et puis on se retrouve dans des problèmes comme on a eu récemment. Donc quelque part, après, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un investisseur pour remettre de l'argent. Il me semble que c'est plus simple d'être concret, de savoir où sont ses objectifs. On est en Champions League, magnifique. Voilà. Et chaque année, on engrange. Et puis, dans quelques années, ce club-là sera au top. C'est vrai que tu peux reprocher certaines choses. Juste si on cherche la petite bête. Tu fais signer Lirola pour 13 millions, il ne joue pas. Alors, c'est le mercato. Mais tu parles un petit peu des choses qui se sont passées tout au long de la saison. Tu veux jouer une défense à 5, tu joues une défense à 3. Lirola, qui joue un peu à droite, qui joue un peu à gauche, tu lui payes 13 millions, ça ne fonctionne pas. Tu prends De La Fuente qui arrive de Barcelone et qui joue les 4 premières rencontres. Le mec, c'est une bombe atomique. Après, il disparaît de la circulation. Tu as Milik qui est là, qui est blessé, qui revient. On attend tous Milik. Il revient, il marque. Après, il marque le pas pendant quelques semaines. Après, il y a les compos d'équipe où tu joues sans attaquant.
nous, on se pose la question. Mais en fin de compte, la réussite, elle est au bout. Ouais. Elle est au bout. Donc ces points-là, c'est là où c'est l'axe de travail en fait. Ouais. C'est l'axe de travail pour moi. Je pense, hein, Franck, tu as plus l'habitude, tu es dans un staff, c'est l'axe de travail d'un staff. C'est-à-dire, pourquoi on est parti en début de saison avec une défense à 5 et on se retrouve avec des joueurs qu'on a recrutés qui n'ont pas joué et qu'on se retrouve à 3 derrière. C'est que ou nous, on a fait des erreurs, enfin le staff, ou les joueurs ne rentraient pas dans le dispositif, ou ça fonctionnerait autrement avec d'autres joueurs. Voilà, c'est les questions qui vont se poser aussi. C'est aux entraîneurs. Mais c'est aux entraîneurs. Mais quand tu es observateur, tu te dis, mais pourquoi ils ont acheté lui et qu'il ne joue pas? Lui, parce qu'à un moment donné, il faut faire un recrutement. Mais je suis d'accord avec toi. Dans un recrutement, tu as le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, voire jusqu'au numéro 10. Des fois, tu démarres par le numéro 1 et tu termines à acheter le numéro 10. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que des fois, ça ne fonctionne pas. Puis il y a des joueurs qui ne s'adaptent pas à certains endroits. Je veux dire, par contre, Luan Pérez, le central gauche, il a fait quand même sa saison. Gerson, il a été doucement au départ. Il a même été mauvais en début de saison, Gerson. Suite aussi, parce qu'il n'a pas eu de coupure, parce que nous, on s'est dit, de suite, tu reviens sur quoi? Ouais, elle a payé 18 millions, elle a payé 20 millions. C'est vrai, mais le gars sur le terrain, il marquait le pas. Et puis d'un coup, c'est lui qui te qualifie, quoi, quasiment. C'est facile aussi de s'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle culture. Le petit Dieng, révélation. Pareil, le petit Dieng, révélation, donc quelque part. Voilà, bon, faut s'appuyer sur les bonnes choses, d'accord. Pour pouvoir avancer, il faut toujours s'appuyer sur les bonnes choses. Et puis essayer de, comme tu dis, transformer ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que c'est ça. Toi qui as connu Bielsa, tu voyais tu vois des similitudes finalement ou pas tant que ça avec ce qu'a mis en place Sampaoli? Ouais, c'est pas la même chose, non. C'est pas la même chose. Comment dire, c'est un peu le même style, avec une 3-5-2, 3-4-3 plutôt, comme jouait Bielsa par moment. Lorsqu'il y avait 2 attaquants, il mettait 3 défenseurs. Lorsqu'il y avait un attaquant, il restait à 4, lui. Mais parce que Bielsa, c'était plus basé sur du 1 contre 1. Alors que lui, c'est plus basé sur un marquage zonal et... voilà, c'est une évolution, je dirais, de Bielsa. Je sais qu'il a beaucoup travaillé avec lui au Chili, mais c'est différent. On trouve des similitudes, pourquoi? Parce que d'abord, c'est 2 Argentins. Et puis sur le banc de touche, c'est assez particulier. Non, mais c'est vrai. Et puis on a toujours cette impression d'euphorie. Tu vois, donc on se dit, c'est l'élève de Bielsa, c'est ci, c'est là. Mais il a raison, Franck. Quand tu regardes les systèmes, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Et puis bien ça que tu le veuilles ou non, il a très souvent, sur 38 rencontres, très souvent, attaqué l'adversaire. Ne pas mettre un bus derrière. À la différence, regarde Bielsa, il n'a jamais joué sans attaquant. À la différence de Sampaoli, qui lui disait, moi si je pouvais jouer cahier des milieux, j'aurais cahier des milieux. Tu vois, donc ça c'est déjà... Ça c'est du Guardiola. Voilà, ça c'est du... Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec Bielsa. Toi qui l'as très bien connu, mais il y a quand même des différences, quoi. Même sur le jeu de Sampaoli, tu as vu une évolution, toi, par rapport au début de saison, où c'était, ça jouait plus de percussion, remarqué, là, plus de... ce mouvement entre Rongier, l'hybride, là. Gendouzi, voilà, qui par moment leur a permis de créer de la surprise. Par moment, bon, ça déséquilibre leur système. Voilà, à voir. Non, Camara qui joue en 6, quand il perd du ballon, il se remet dans l'axe aux côtés de centraux. Ça, en fait, ça par contre, c'est un peu du Bielsa, quoi. Oui, ça oui. Bielsa, lorsque des fois on jouait à 3 défenseurs centraux, mais comme les adversaires jouaient qu'un attaquant, le milieu passait le troisième central passait au milieu de terrain. Là, c'était plus ou moins systématique. Pas de véritable numéro 9, des faux 9 avec Payet, avec... Voilà, c'est vrai que... Moi, j'ai regretté parfois, quand j'ai regardé de temps en temps, pas tout le temps. En plus, j'étais au Qatar, donc c'est difficile. Je regrettais qu'il n'y ait pas ce point fixe devant, ce joueur parce que les ballons, il en passait dans la surface, mais il manquait peut-être quelqu'un pour la mettre au fond. Et puis regarde en début de saison, les 5-6 premiers matchs, le nombre de centres qui arrivaient dans la surface de réparation et le nombre de joueurs olympiens qui se retrouvaient dans les 18 mètres. Il y avait 4-5 joueurs. Après, ça s'est effrité, ça.
On a l'impression qu'il y avait plus de percussions au tout début sur les premiers matchs et qu'après il est passé à un truc un peu plus où il essaie de se sécuriser. Tout était hybride après. En fait, là, le numéro 9, avec les attaquants, plus de possession, quoi, tu vois. Voilà, tu l'as ressenti toi ça aussi? Un petit peu plus frileux, oui, offensivement. Mais bon. Ça, quelque part, c'est aussi un axe, surtout ça, l'axe de progression. C'est arriver à être beaucoup plus performant dans la surface adverse l'année prochaine, parce que si on veut mettre que des joueurs qui sont autour de la surface, il y a des joueurs, instinctivement, ils n'y vont jamais dans la surface. Un garçon comme Dimitri, par exemple, qui est un organisateur de jeu exceptionnel, mais ce n'est pas quelqu'un qui aime vraiment la surface. Donc peut-être le faire évoluer dans ce sens ou faire évoluer l'équipe par des joueurs différents qui vont rentrer dans la surface. Mais c'est vrai que c'est un bon axe de progression. Ça. Mais par contre, là, tu as une image forte, c'est Gerson. Lui qui, en début de saison, n'était pas dans la surface de réparation et qui, dans les 10 ou 15 derniers matchs du championnat, se retrouvait souvent, quasiment, en faux ailier gauche, buteur, qu'on a pu voir samedi soir sur cette frappe magnifique. Combien de buts il a marqué dans cette position-là? Arrière gauche, milieu gauche, ailier gauche, faux numéro 10. Et c'est souvent, comme Guendouzi d'ailleurs, la projection de Guendouzi dans cette surface de réparation. C'est quand même assez remarquable, ça. Ça, on ne connaissait pas trop, c'est vrai. Enfin, dans notre équipe olympienne, on ne connaissait pas trop ça. Le joueur de l'année, Man of the Year, c'est qui pour vous? Je n'ai pas vu assez de matchs pour non. Moi, je vais rester sur la régularité de toutes les rencontres et surtout tous les matchs joués. Parce que tu peux dire qu'il y a un joueur qui a été très bon, mais il a été bon 20 matchs. Camara. La régularité, pour moi, c'est... Je pourrais citer Dimitri Payet, qui a été très bon aussi. Mais je veux dire, il n'a jamais fait ça. Jamais. Il a fait ça, et juste un peu là, et hop, il remontait. Et dans tous les rôles qu'on lui a proposés. Et Dimitri, c'est vrai que je peux l'associer, parce qu'il était déterminant. Il a été leader sur cette saison. Ce qu'il ne faisait pas les saisons auparavant. Il a été leader. Sans Dimitri, l'OM, c'était... Elle était handicapée, cette équipe. Voilà. Tu vois? Il était moins régulier. Exactement. Il était moins régulier parce qu'il a été déterminant sur une saison, pas la première de Garcia, la deuxième, je crois, où il a fait une belle saison. Il a été aussi déterminant avec Bielsa, une saison aussi. Donc il n'était pas régulier tout le temps, mais bon, mais cette année, apparemment, il a été un peu plus régulier. Quand même. En fait, là j'ai l'impression qu'il a pris l'espace de jeu, tu vois. Il a pris, il s'est pris en lui, et puis il s'est dit, c'est mon année, j'ai besoin de marquer, de faire marquer, d'organiser, de faire bouger mes partenaires. Il prenait souvent la parole, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Le brassard, il a été donné, et je trouve que même auparavant, il n'avait pas cette responsabilité d'être leader comme ça. Cette année, il l'a fait. Dans les gros matchs, il a été présent. Il prend de la maturité. Tu vois, il a compris qu'avec ses qualités, en fait, il a mis ses qualités en avant cette année, tout simplement. Je pense qu'il a joué là-dessus, sur ses vraies qualités, et puis il a été régulier. Quoi. Après, pour le joueur de l'année, le problème de Dimitri, c'est qu'il n'arrête pas les buts. Donc, ça c'est... c'est toujours un petit peu le problème. Quelque part, oui, on va mettre quelqu'un en avant. C'est bien que tu aies mis Camara en avant, parce que, je trouve que c'est... la plupart du temps, on met les joueurs offensifs, les attaquants, ceux qui marquent les buts et tout. Mais bon, les rôles sont tellement différents aujourd'hui que quelque part, c'est pas évident. Le football change tellement vite. Alors, Merguez of the Year. Merguez of the Year. Jean-Charles. J'en ai une. Eh oui. Lirola. Oui, mais Lirola, c'est Lirola, ça a été catastrophique. Saison compliquée. Je m'excuse, mais ça a été, pour moi, une cata cette année. Alors, ce qui me surprend, c'est que les 6 derniers mois qu'il avait fait avec nous, quand il est arrivé en premiers d'ailleurs. Les 6 premiers, quoi. Parce que les 6 premiers, plutôt. Il est arrivé au mois de janvier. Quand il arrive au mois de janvier, la saison passée, j'ai dit, mais c'est quoi ce joueur, quoi? Capable de monter, de descendre, a priori bien défendre, mais surtout de bien attaquer, donner des ballons de but, d'être tranchant sur le côté droit, de dédoubler sur le côté avec Thauvin. Et cette année, j'ai rien vu de ça. Après, il était très mal milieu, ailier gauche, latéral, ce que tu veux. Mais bon, quand on lui a donné la possibilité aussi de s'exprimer,
eh bien, il n'a pas gagné la confiance. Il n'a pas donné la confiance à son entraîneur. À un moment donné, l'entraîneur, il a besoin aussi d'avoir des certitudes sur le joueur. On te met, on te remet. Il faut que tu donnes des certitudes. Il faut que l'entraîneur... Enfin, je sais pas, Franck, clair, il faut qu'il soit rassuré par ton rôle. Parce que il faut du crédit. Et là, je trouve que... Ça dépend pour certains joueurs, de temps en temps. Oui, je suis d'accord. Mais là, je trouve que vraiment... Il est en dessous de ce que j'ai pu voir les 6 premiers mois quand il est arrivé. Ok, messieurs, on va s'arrêter là pour le bilan.